Bienvenue sur Écoute mon histoire. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner. Le grand voyage de Pitipote de Claire Clément, illustration Jeanne HB, édition Bayard Jeunesse. Aujourd'hui, Pitipote a envie de voir du pays. Il traverse le petit bois dessous la table. C'est un petit bois très clair, sans loup, sans ogre, sans sorcière. Au bout du petit bois, il y a une montagne toute noire. C'est la montagne des délices. Pitipote la goûte avec un doigt, 2 doigts. Pitipote plonge la main dedans, puis il creuse un tunnel. À la sortie du tunnel, Pitipote voit lit des grands. Et hop là, il saute dessus. Il rebondit plus haut qu'un ballon. Il retombe plus vite qu'une pierre. Il rebondit tellement que... plouf! Pitipote atterrit juste dans la mer. C'est la mer fait des bulles. Comme elle est chaude, chaude. Pitipote éclabousse partout et bientôt, c'est la tempête. Pitipote court et il se retrouve devant un mur tout blanc. C'est le mur des rêves. Alors, Pitipote prend tout son temps. Il dessine sur le mur blanc des soleils, des bonhommes qui rient, des fourmis qui dansent sous la pluie en chantant par ici, par ici. Et par ici, il y a l'entrée secrète d'un château. Et la merveille des merveilles, les reines chaussures le saluent. « Bonjour, Pitipote, on t'emmène où ?» Dans les reines chaussures, Pitipote fait un grand tour. Sur le chemin, une foule de chaussures l'admire. Pitipote est fier comme un roi. Et soudain, qu'est-ce que c'est que ça? Pitipote lève la tête. Devant lui, il y a une géante qui gronde. Qui a mis ses doigts dans le gâteau au chocolat? Qui a sauté sur mon lit? Qui a inondé la salle de bain? Qui a dessiné sur les murs et qui a joué avec mes chaussures? Et Pitipote comprend tout. Aujourd'hui, il a visité le pays des bêtises. Un pas à la fois, de Émilie Laboissière. Paul est un jeune paresseux, pas comme les autres. Alors que tous les paresseux adorent faire la sieste, il rêve de partir à l'aventure et de monter jusqu'au sommet de la montagne voisine. Pourquoi ne pas y aller aujourd'hui? Hop! Paul descend de son arbre. C'est vrai que le sol est beaucoup moins confortable qu'une branche, pense-t-il. Lui, qui est si habitué à être la tête en bas, il a du mal à se tenir sur ses pieds. Il est tout étourdi. Tout à coup, boum, il se retrouve par terre. Un drôle d'animal en forme de ballon l'a fait tomber. C'est un tatou et il s'appelle Tom. Il est désolé de l'avoir bousculé. Paul lui parle de sa grande aventure et lui propose de l'accompagner. Tom accepte avec plaisir. Sur la route, un immense mur de feuilles se dresse soudain devant eux. « Oh non! Comment faire pour passer ?» se désole le paresseux. « Paul, que manges-tu tous les jours ?» lui demande le tatou. « Des feuilles? Pourquoi ?»« Eh bien, voilà notre solution !» s'exclame Tom. « Tu n'aurais pas un petit creux par hasard ?» Paul profite de son festin jusqu'à ce qu'il ait percé un trou assez gros pour que son ami et lui puissent traverser le mur. De l'autre côté, Paul et Tom se retrouvent devant un énorme étang impossible à contourner. « Zut! Comment faire pour traverser ? Je ne sais pas nager ?» dit Paul.
pas de panique, il y a toujours une solution. Prenons cette grosse branche et utilisons-la comme radeau, propose Tom. Mais Paul, alourdi par son gros repas, fait couler le radeau. « À l'aide !» s'écrient Tom et Paul en chœur. Alors qu'ils essaient de nager sans y parvenir, un gentil crocodile surgit et les mène jusqu'à la rive, sain et sauf, mais un peu trempé. Soudain, il se met à pleuvoir et le sol devient très boueux. Les deux amis ont du mal à marcher. « Je n'aurais jamais dû quitter ma branche », ronchonne Paul. « Gravir une montagne est bien trop épuisant. »« Il ne faut pas te décourager », le console Tom. « Mettons-nous à l'abri et attendons que la pluie cesse. » Le paresseux et le tatou s'approchent d'une grotte lorsqu'ils entendent un bruit menaçant provenant de l'intérieur. Paul et Tom sont effrayés, mais ils prennent leur courage à deux mains, entrent et découvrent un minuscule singe qui ronfle. Paul et Tom ont eu peur pour rien. Quelques instants plus tard, le soleil réapparaît. Un arc-en-ciel se forme dans le ciel. Les deux amis sortent de la grotte ébahis. « Nous sommes presque arrivés !» s'exclame Paul en apercevant le sommet de la montagne. Il ne reste plus que quelques pierres à gravir. « Monte sur mon dos, Tom. Je peux mieux m'agripper que toi avec mes longues griffes. » Lorsqu'ils arrivent tout en haut, Paul et Tom contemplent la jungle en entier. Ils sont très fiers de tout le chemin qu'ils ont parcouru. L'aventure n'a pas été facile, mais ensemble, ils ont réussi à surmonter tous les obstacles. Paul est content, il a réalisé son rêve. Qui a dit qu'un paresseux devait rester sur sa branche ? Le roi des ogres et le grand méchant loup de Didier Lévy et Anne Wilsdorf. Édition Nathan. Depuis quelques jours, le roi des ogres est tout triste, tout grognon. Pour lui remonter le moral, Valdemar lui mitonne un bon ragoût de gras de jambon à la guimauve. Mais Bouba n'y touche même pas. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» lui demande son cuisinier. « Je ne fais plus peur à personne. » soupire le roi. « Je suis devenu un gros patapouf tout mou. » Et c'est vrai. Derrière la fenêtre, des enfants l'observent et se moquent de lui. Bouba se lève pour les chasser, mais il marche sur son lacet et se casse la margoulette. Les enfants détalent en riant. « Je suis un pauvre ogre tout malheureux !» pleurniche le roi. « Bouhouhou !» Valdemar lui renoue ses lacets, car ce cornichon de Bouba ne sait toujours pas les faire. « Allez voir le grand méchant loup !» propose le cuisinier. « Il aura bien une idée pour vous aider. » Bouba se met aussitôt en route. 1 heure plus tard, le voilà devant la tanière du grand méchant loup. « Il y a quelqu'un ?» Pas de réponse. L'ogre entre. Le grand méchant loup est en train de regarder des dessins animés. Il sursaute en découvrant Bouba. « Tu m'as fichu une de ces trouilles. Et d'abord, qu'est-ce que tu veux ?»« Je suis devenu un gros patapouf tout mou, » explique Bouba. « J'ai besoin que tu m'aides à redevenir un grand méchant ogre. » Le grand méchant loup se gratte la tête. « Tu tombes mal, » dit-il, l'air embêté. « J'ai décidé de changer. J'en ai assez d'être le méchant de service. J'arrête de manger les enfants, car tu vois, je voudrais qu'on m'aime. »« Oh oui, moi aussi, je voudrais qu'on m'aime, » s'écrie soudain Bouba rêveur.
Le grand méchant loup et le roi des ogres se jettent dans les bras l'un de l'autre et se lamentent. Nous sommes de pauvres incompris. Nous sommes gentils, nous avons besoin d'amour. Dans la tanière, une mouche entend ces paroles. Elle va les répéter à un chien qui le dit à un chat qui s'empresse de le faire savoir à un garçonnet qui les rapporte à une fillette. La nouvelle se répand à toute allure. Le roi des ogres et le grand méchant loup en sont encore à se réconforter quand ils entendent des bruits dehors. Un peu surpris, ils sortent. Devant la tanière, il y a des milliers d'enfants. « Alors, il paraît que vous êtes gentils maintenant ?» leur lance un blondinet. Tous ces enfants, le grand méchant loup et le roi des ogres n'en croient pas leurs yeux. Comme ils sont beaux, comme ils sont dodus. Booba se sent soudain terriblement affamé, terriblement féroce. Alors il se rue sur eux. Mais hélas, 1000 fois hélas, le roi des ogres marche sur son lacet et se casse une nouvelle fois la margoulette. Vite, les enfants s'enfuient. Finalement, je serai gentil plus tard, s'écrie le grand méchant loup en enfilant ses baskets pour rattraper les marmots. Moi aussi, répond Booba. Est-ce que tu peux me faire mon lacet? Demain, mon vieux, répond l'animal en filant. Abandonné par le grand méchant loup, le roi des ogres est furieux. Dès qu'il le pourra, il apprendra à faire ses lacets et après, promis juré, il mangera plein d'enfants. Et s'il a encore faim, il mangera même cet affreux grand méchant loup. Elliot rentre à l'école de Françoise de Guilbert et Olivier Latic. Édition Gallimard Jeunesse. Ce matin, c'est la rentrée. Elliot a hâte d'aller à l'école comme un grand. On y va bientôt? Finis d'abord ton petit déjeuner, lui répond papa. On a le temps. Moi, je suis prêt, annonce Elliot. Me voilà, dit maman. Mais regarde qui on a failli oublier. Sur le chemin, Elliot s'inquiète un peu. Il est gentil, le maître? Sûrement, mon chéri, le rassure maman. Et je serai avec mes copains? Demande Elliot. Tout va bien se passer, dit papa. Pour trouver la petite section, il faut aller tout au bout du couloir. Elle est grande, l'école, murmure Elliot impressionné. Avant d'entrer dans la classe, maman lui rappelle. N'oublie pas, Elliot, ce midi, tu manges à la cantine. Bonjour, je m'appelle Romain, dit le maître. Et toi, tu es? Elliot. Angèle Latsel console un enfant qui pleure. Hé! S'écrie Elliot ravi. Coco est déjà là. Dans la classe, Elliot s'installe à une table pour faire un puzzle. Nous, on doit y aller maintenant, mon grand, dit papa. Encore un bisou, papa, réclame Elliot. Et maman aussi. Amuse-toi bien, Elliot. À ce soir. Les enfants s'assaient pour écouter l'histoire. Connaissez-vous la petite poulette qui se moquait du renard? Demande le maître. Bravo, Elliot, s'écrie le maître. Quelle belle poule! Mais non, c'est un tracteur, le corrige Elliot. Qui fait danser son cerceau? Demande le maître. Moi, s'exclame Elliot. Moi, je veux pas, dit Coco. Angèle emmène Elliot aux toilettes parce qu'il y a eu un petit accident. J'ai fait pipi dans ma culotte, dit timidement Elliot. Ne t'inquiète pas, le rassure Angèle. Je vais te prêter une culotte et un pantalon de l'école. Pendant la récré, on peut courir, sauter et crier. On joue à l'avion, propose Elliot. Je vole, crie Elliot. Et moi, je décolle, hurle Coco. À la cantine, il y a beaucoup de bruit.
Elliot n'a pas très faim. Il préférait être à la maison. Heureusement, Coco le fait rire avec ses grimaces. Dans le dortoir, les enfants s'installent pour la sieste. Chut, plus un bruit, dit doucement Angèle. Mais Coco a oublié son doudou. Je te prête mon mien, chuchote Elliot. Merci, dit Coco. Après la sieste, Elliot retourne dans sa classe. Il a beaucoup de choses passionnantes à faire. Elliot colle des gommettes. Il joue aux petites voitures. Il se dispute avec Vanou. Il écoute la chanson du maître. Ça y est, c'est l'heure des parents. Maman! S'écrie Elliot en se jetant dans ses bras. Ça s'est bien passé, mon loulou? Demande maman. Oui, dit Elliot, tu m'as juste un tout petit peu manqué. Maintenant, je suis très grand, hein, maman? Mais oui, mon chéri, répond maman. Alors, il me faut un très grand goûter, ajoute Elliot en riant. Azuro et le défi du Père Noël. Texte de Laurent et Olivier Souillet. Illustration de Jérémy Fleury. Édition Ozu. Dans le village, les enfants étaient heureux. Noël arrivait à grands pas. Plus que 3 nuits avant le grand jour. Quelqu'un frappait bruyamment à la porte de la caserne. Azuro ouvrit, mais ne vit personne. Soudain, une voix enjouée déclara « J'ai du courrier pour vous !» Un lutin tout rikiki se tenait devant lui. Il était rigolo avec son bonnet vert, ses oreilles pointues et son nez allongé. Il tendit une enveloppe à Azuro, puis disparut dans un nuage de fumée. Incroyable! C'était une lettre du Père Noël. Il demandait aux Dragono de le rejoindre au pôle Nord de toute urgence. Jippy et Azuro s'envolèrent à tire d'aile. Sur le chemin, ils découvrirent un spectacle magnifique, une aurore boréale. Le Père Noël les accueillit à bras ouverts. Après leur avoir offert un délicieux souper, il s'expliqua. « Mes reines sont malades. Pour distribuer les cadeaux aux enfants, je dois faire appel à un dragono. Crème, mon dragon cracheur de neige, est habituellement là pour m'aider. Mais il s'est absenté pour aller voir ses parents. Azuro, tu seras soumis à des épreuves, car je dois savoir qui est le meilleur de vous deux, dit le Père Noël. Et il disparut derrière une porte en bois. Quelques instants plus tard, il revint accompagné d'un dragono rouge et d'une élégante chauve-souris. Voici Vermillon et son ami Alia. Azuro, tes talents de pompier m'ont impressionné, mais un seul dragono m'accompagnera. Celui qui gagnera le plus d'épreuves demain. C'est moi qui vais gagner, s'exclama Vermillon en gonflant la poitrine. Maintenant, je vais vous faire visiter mon petit chez-moi, s'exclama le Père Noël. Les dragonos restèrent sans voix lorsqu'ils découvrirent l'atelier de confection des jouets. C'était le plus bel endroit du monde. Mes amis, il est maintenant l'heure d'aller se coucher, dit le Père Noël en bâillant. Alors qu'Azuro entrait dans sa chambre, Vermillon lui chuchota à l'oreille. « Tu devrais abandonner, tu ne feras pas le poids, dragounet. » Le lendemain, les épreuves s'enchaînèrent comme prévu. Course de vitesse sans faire tomber les cadeaux, résistance face aux vents les plus forts. Il était impossible de les départager. Finalement, le Père Noël organisa une dernière épreuve, le défi du feu contre l'eau. Le Père Noël annonça « Prêt, 3, 2... » Sans qu'il s'en aperçût, Vermillon expulsa des boules de feu avant la fin du décompte. Heureusement, Azuro réagit immédiatement. Après plusieurs minutes, les dragonos abandonnèrent à bout de souffle
Encore une fois, match nul. À la fin de la journée, le Père Noël fit asseoir Azuro et Vermillon devant la grande cheminée. « Mes amis, vous êtes les dignes successeurs de Crème. Hélas, je n'ai besoin que d'un seul dragon pour tirer le traîneau. Laissons le hasard décider. Dans mon bonnet, il y a 2 papiers. Le dragonneau qui tirera celui avec un traîneau m'accompagnera, dit le Père Noël avec une voix grave. Vermillon croisa le regard d'Alia. La jolie chauve-souris le vit alors qu'il était en train de tricher, et Vermillon hésita. Son envie de gagner valait-elle la peine de décevoir son ami ? « C'est Azuro qui vous aidera à distribuer les cadeaux, » déclara alors Vermillon d'un ton bourru. « Je lui laisse la place. » Surpris, le Père Noël félicita le dragonneau pour sa généreuse proposition. Ému, Azuro en resta bouche bée et se contenta de sourire à celui qui n'était plus son adversaire, mais son ami. Le jour venu, un épais brouillard s'était formé. Impossible de voir plus loin que le bout de son nez. Tous étaient désemparés jusqu'à ce qu'Azuro leur souffle une idée. Le spectacle était magnifique. Vermillon projetait de puissantes flammes transperçant le brouillard et traçant ainsi la voie à Azuro qui tirait le traîneau dans le ciel. « Voilà ça, c'est la magie de Noël !» s'enthousiasma le vieil homme. De mémoire de lutin, la distribution des cadeaux de Noël ne fut jamais aussi rapide. « Azuro et Vermillon, vous m'avez été d'une aide précieuse. Mes reines tiennent à vous remercier en vous offrant ces gros lots, » déclara le Père Noël. Au moment de se quitter, Azuro, Vermillon, Jippy et Alia promirent de se revoir. Et de retour à la caserne, Jippy et Azuro découvrirent que le Père Noël ne les avait pas oubliés. Le mouton qui ne dormait pas. Écrit par Marie-Lou Charpentier. Illustré par Laurie L'Espérance. Édition Dolphino. Dans la maison de Marion, tous les moutons sont endormis. Maman et papa dorment dans leur lit. Petit Gaston dort en serrant sa peluche contre lui. Même Papy Léon ronfle dans son fauteuil favori. Tous les moutons visitent le pays des rêves, sauf Marion. Elle sait que c'est la nuit et qu'elle devrait dormir profondément. Mais rien à faire, elle ne cesse de tourner sur elle-même. Elle n'a pas du tout sommeil et elle trouve le temps long. Si seulement elle trouvait un moyen pour s'endormir. Marion réfléchit bien fort. Soudain, elle a une idée. Son papy lui raconte souvent des histoires avant d'aller au lit. Mais Marion ne sait pas lire. Et papy est endormi. Qui pourrait le remplacer ? La télévision. Marion se glisse dans le salon et monte le volume de l'appareil. « Hein ? Quelle heure ?» s'exclame Papy Léon, qui se réveille en sursaut. « Je suis désolée de t'avoir réveillée, » s'excuse Marion. « Je n'arrive pas à dormir et j'ai cru que la télévision pourrait me raconter une histoire qui me donnerait sommeil. » « Voyons, ma petite pelote de laine, tu n'as pas besoin de la télévision, sers-toi de ton imagination. Retourne dans ton lit, pense à une histoire et tu roupiras en moins de 2. » Dans sa chambre, Marion imagine les aventures d'une super brebis qui vient au secours de tous les moutons. Mais après un moment, elle ne dort toujours pas et ne sait plus quoi inventer. Et si elle buvait un verre de lait ? Maman répète toujours que le lait est bon pour s'endormir. Marion se faufile dans la cuisine, ouvre le réfrigérateur et commence à farfouiller lorsque plusieurs aliments dégringolent des étagères. D'où vient ce boucan ?
questionne maman en arrivant dans la pièce. Je suis désolée de t'avoir réveillée, s'excuse Marion. Je n'arrive pas à dormir et j'ai pensé qu'un verre de lait serait la solution. Tu as raison, c'est une bonne idée. Laisse-moi t'aider. Après avoir ramassé la nourriture sur le sol, maman et Marion se versent un grand verre de lait qu'elles boivent avant de retourner se coucher. Rapidement, maman se rendort. Mais Marion fixe toujours le plafond. Elle doit trouver une autre astuce. Pourquoi ne pas écouter des berceuses ? Il n'y a rien de tel qu'une musique douce pour faire de beaux rêves. Marion se lève et allume la radio. « Hé ! Quel est ce bruit ?» dit petit Gaston d'un ton grognon. « Je suis désolée de t'avoir réveillée, » s'excuse Marion. « Je n'arrive pas à dormir, alors j'ai voulu mettre de la musique. » « Et c'est plutôt de serrer ta peluche préférée dans tes bras. Moi, je ne peux pas dormir sans la mienne. » Marion attrape son ours et se glisse sous les draps. Petit Gaston se rendort déjà, mais pas Marion. Elle s'ennuie plus que jamais. Après un moment, papa se rend au petit coin et aperçoit sa fille bien éveillée. « Je n'arrive pas à dormir, » se plaint Marion. « J'ai essayé un tas de choses et ça ne fonctionne pas. » « Si tu te lèves tout le temps, tu ne seras jamais assez calme pour dormir, » lui répond papa. « Sais-tu que plusieurs personnes comptent les moutons lorsqu'ils ont une insomnie ? Tu pourrais faire la même chose avec des oursons. » Quelle bonne idée ! Marion s'installe et commence à compter. 1 ourson, 2 oursons, 3 oursons, 4 oursons, 5. La petite brebis n'a pas le temps de se rendre à 10 qu'elle dort profondément. Comme quoi, il suffit d'un peu de tranquillité pour s'endormir. Attention, ne pas toucher. De Tim Warness, édition Mijade. Tom Latop adore étiqueter les objets. Son plus grand plaisir, c'est donner un nom à tout ce qu'il trouve. Son nouvel ami, Grumbo le crocodile, est doué aussi dans ce domaine. Un jour, sur le sentier, les 2 amis font une découverte. « Regarde !» dit Tom. « Un lapin blanc. J'en ai déjà vu des bruns, des noirs et des gris, mais un blanc, jamais. D'où sortait-il ? Mystère. » Tom commence à coller des étiquettes sur le lapin. Mais soudain, celui-ci détale. « Rattrape-le !» s'écrie Tom. Grumbo se lance à sa poursuite. Un instant plus tard, Grumbo revient coiffé d'un drôle de chapeau avec une étiquette sur laquelle on peut lire « Attention, ne pas toucher ». « Vite, enlève ça, c'est peut-être dangereux !» Grumbo retire le chapeau et, aussitôt, un autre lapin apparaît. « Sapristi !» s'exclame Tom. « C'est un chapeau magique !» Le lapin saute à terre et fait un gros câlin à Tom. « Je ne vois pas où est le danger, » dit Tom avec un grand sourire. « Ce ne sont que des lapins. » Grumbo s'amuse à mettre et enlever le chapeau. « Regarde combien de lapins tu as fait apparaître. Oh, c'est magique. Je vais les numéroter et nous pourrons jouer au loto, » se réjouit Tom. Au milieu des lapins câlins, Grumbo est au paradis. Mais pas Tom. Ces petites boules de poils ne restent pas en place et les numéros sont tout mélangés. Quelle pagaille! 10, 7, 9, non, 6,
Attendez, ça ne va pas, s'énerve Tom. Cessez de bouger. Mais les lapins ne l'écoutent pas. Les lapins n'en finissent plus de sortir du chapeau. 97, 98, 99, 100. Ce qui n'était d'abord qu'un petit jeu très amusant se transforme en gros problème. Arrête ça! Hurle Tom à son ami. Grumbo tente de faire rentrer les lapins dans le chapeau, mais il gigote trop. Il essaie de leur faire peur, sans succès. Quel désastre! Gémit Tom. Les lapins ont mangé toutes les fleurs. Ils ont creusé des centaines de terriers et ils laissent les petites crottes partout. Ça suffit, vilain lapin! Crie Tom. Soudain, le numéro 54 se dirige tout droit vers le potager de Tom. Grumbo pressent le pire. Tom rattrape le lapin. « Donne-moi tout de suite cette carotte !» ordonne-t-il. Ils tirent et tirent de toute leur force jusqu'à ce que, bam, le numéro 54 lâche prise. « Ha ha, je l'ai !» s'écrie Tom en brandissant la carotte d'un air triomphant. Tous les lapins se figent, le dévisagent, puis ils remuent leur museau et ils chargent. Sauf qui peut, hurle Tom. Mais Grumbo trébuche et la carotte fait un vol plané. Ploc! Elle atterrit dans le chapeau magique. Un des lapins bondit pour l'attraper et disparaît. « Bravo !» dit Tom. « Vite, il nous faut plus de carottes !» Les deux amis lancent les carottes une à une dans le chapeau et les lapins se volatilisent l'un après l'autre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, annonce Tom. On a réussi! Grumbo regarde dans le fond du chapeau. Ne t'inquiète pas, le rassure Tom. Ils sont partis. Avec maintes précautions, les deux amis ramènent le chapeau où ils l'ont trouvé. On a eu assez d'ennuis, pas vrai? Dit Tom. Mais Grumbo ne répond pas. Dans l'herbe, il a repéré un objet avec une étiquette. N'y touche surtout pas, l'avertit Tom. Trop tard. Sapristi, s'exclame Tom. C'est reparti. Le monstre du placard existe. De Antoine Doll, illustration de Bruno Salomon, édition Actes Sud Junior. Le monstre du placard essaie tous mes jouets. C'est pour ça que c'est toujours le bazar dans ma chambre. Inutile de me fatiguer à ranger. À peine j'ai le dos tourné et ma chambre est de nouveau sans dessus-dessous. Le monstre du placard met des croûtes de fromage dans ma bouche quand je dors la nuit. J'en suis sûre. Le matin, quand je me réveille, j'ai tellement mauvaise haleine qu'il faut que je me brosse les dents 2 fois. Le monstre du placard s'amuse à me faire des épis. Quand je sors de mon lit, j'ai les cheveux tout en désordre. C'est sûrement la mode au pays des monstres. Le monstre du placard fait ses besoins partout. C'est vraiment une horreur. J'en retrouve par-ci, par-là, le caca au coin des yeux et même des crottes dans le nez. Le monstre du placard se nourrit de chaussettes sales. Je mets la main sur l'une, mais jamais sur l'autre. Peut-être qu'il n'aime pas les pieds gauches. Le monstre du placard vient d'un pays fort lointain, où tous les habits moches sont d'une valeur inestimable. Je suis sûre qu'on trouvera sa cachette, avec dedans tous les pulls que mamie m'a tricotés et qui avaient mystérieusement disparu. Le monstre du placard fait même la même pointure que moi.
Il enfile toujours mes baskets pour aller voir ses amis. Maman peut le suivre à la trace sur le tapis du salon. Le monstre du placard connaît des tonnes de blagues. Il les glisse par mes oreilles la nuit, dans mon sommeil. C'est pour ça qu'à l'école, la journée, je n'arrive pas à rester sérieux. Le monstre du placard adore les légumes verts. C'est tellement monstrueux. C'est pour ça que je n'en mange jamais. Les petits enfants farcis aux épinards sont sûrement un régal pour lui. Le monstre du placard adore les baignoires. Dès qu'il en voit une, il se jette dedans, comme s'il était à la piscine. Le monstre du placard n'aime pas le chocolat et les biscuits. C'est pour ça que j'en laisse toujours sous mon lit. Comme ça, je suis sûre qu'il n'embête pas ses cousins qui s'y cachent. Le monstre du placard a peur du noir. Alors comme je suis gentille, je demande à ma maman de laisser la veilleuse. Même si moi, je suis grand et que j'ai peur de rien. Le monstre du placard ne sort pas du placard quand il y a du bruit, alors je fais du chahut jusqu'à tard dans ma chambre. Vous me croyez maintenant? Il y a bien un monstre dans mon placard. C'est lui qui fait toutes ces bêtises. Ah, vous tombez bien. Le petit humain de la chambre existe. Et je peux vous le prouver. Un trésor inattendu. Écrit par Émilie Laboissière, illustré par Annie Séchao. Édition Dolphino. C'était enfin les vacances d'été. Par une belle journée ensoleillée, Juliette et ses parents se trouvaient au bord de la mer. Ils avaient tout ce qu'il leur fallait. Des chaises, un parasol, de la crème solaire, leurs serviettes, leur maillot de bain et surtout des jouets pour s'amuser dans le sable, l'activité préférée de Juliette. Après avoir aidé sa mère à installer les serviettes, Juliette s'élança vers l'eau avec son seau, ses pelles et ses figurines. Près du rivage, le sable humide était parfait pour construire le plus grand et le plus beau château de sable de l'univers. Rapidement, la fillette se mit au travail. Avec ses outils, elle bâtit une maison royale pour Albert, le chevalier, et Zach, le dinosaure. « Prends garde !» lança Albert. Avec son ami Zach, il s'amusait à combattre à l'épée de bois dans la cour du château. Soudain, le chevalier fit une superbe feinte. Switch! Déséquilibré par la manœuvre de son compagnon, le dinosaure tomba à la renverse contre un des murs de sable et se cogna contre un objet dur. Aïe! Curieux, les deux amis creusèrent dans le mur et trouvèrent une huître cachée. « Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur » s'interrogea Albert. « Découvrons-le » répondit Zach. Ensemble, ils tentèrent d'ouvrir l'huître avec leur épée, sans succès. Jamais à court d'idées, ils essayèrent de sauter à pieds joints dessus et même de la lancer du haut de la plus haute tour du château. Mais le coquillage resta bien fermé. « Nous n'y arriverons pas », déclara le tyrannosaure découragé. « J'ai une autre idée », s'écria Albert. « Notre ami Fabrice le crabe a des pinces très puissantes. Il pourrait nous aider. » Déterminés, les copains montèrent à bord de leur bateau et se rendirent à la maison du crabe située sur une petite île non loin de là. Une fois chez Fabrice, il suffit d'un seul coup de pince pour que l'huître s'ouvre et dévoile une perle brillante et nacrée. « Waouh !» s'exclamèrent-ils tous en chœur. « C'est une très grosse perle !» s'émerveilla Fabrice. « J'en ai rarement vu d'aussi blanche. » « Quelle découverte ! Tout ça parce que je t'ai battu à l'épée ?» dit le chevalier au dinosaure en rigolant. Après avoir salué chaleureusement leur ami le crabe, Albert et Zach reprirent la mer avec leurs belles perles. « J'ai hâte de montrer notre trouvaille à tout le monde au château » déclara Albert. « Nous pourrons l'utiliser dans nos jeux. »« Oui, nous pourrons même organiser une grande chasse au trésor » répondit Zach.
Tout au long du voyage, les deux compagnons imaginèrent ce qu'ils allaient faire avec leurs joyaux. « Juliette, c'est l'heure du pique-nique !» appelle sa maman. Après toutes ces aventures avec ses jouets, la petite fille était affamée. Elle laissa Zach et Albert près du château et se précipita vers le parasol où ses parents l'attendaient avec de délicieux sandwichs. Miam. « Est-ce que tu t'amuses ?» lui demanda son père. « Oh oui, j'ai construit un grand château et j'ai même trouvé une huître dans le sable. » Une fois son repas avalé, Juliette retourna au bord de l'eau pour continuer à jouer. « Oh non, mon château !» se désola-t-elle. L'eau avait monté, détruisant un mur entier. Et comble de malheur, ses figurines avaient disparu. La fillette était triste. Heureusement, son père lui annonça qu'il reviendrait à la plage le lendemain. Elle pourrait alors continuer un autre château bien plus gros. Pendant ce temps, sur les flots au loin, Albert et Zach vivaient une nouvelle aventure. Qui sait où leur bateau les conduirait? Un panda comme les autres. Écrit par Émilie Laboissière, illustré par Gaël Picard. Édition Dolphino. Léo est un jeune panda roux qui s'apprête à aller à l'école des pandas pour la première fois. Il est très nerveux. Lui, qui n'a pas de frère ni de sœur, il a hâte de se faire de nouveaux amis. Une fois dans la classe, Léo s'installe à un bureau et l'enseignante s'adresse aux élèves. « Bonne rentrée à tous, je suis Madame Patricia. Pour que nous puissions mieux nous connaître, je vous invite à vous présenter à tour de rôle. » Cependant, quand vint le tour de Léo, tous les pandas se mettent à chuchoter. « Tu as vu? Il est roux. Il est petit. Il a de drôles d'oreilles. » Léo est mal à l'aise. Il n'a plus du tout envie de parler, malgré les encouragements de Madame Patricia. Il se rassoit sur sa chaise. À l'heure de la récréation, Léo s'approche des autres pour jouer avec eux, mais il le pointe du doigt et se moque de lui. « Ha ha, un panda roux, comme c'est bizarre !» Après cela, Léo ne parle plus à personne. Il a trop peur qu'on rit encore de lui. Il n'aime plus vraiment l'école. Le soir, quand ses parents lui demandent comment s'est déroulée sa journée, Léo fond en larmes. « Pourquoi les autres pandas se moquent-ils de moi ? » « C'est parce qu'ils voient que tu es différent, mais tu peux leur expliquer que tu es un panda comme eux, » répond sa maman. « Pourquoi est-ce que je ne suis pas noir et blanc ?» s'interroge Léo. Maman et papa voulaient très fort avoir un petit panda. Alors nous sommes allés te chercher quand tu étais un petit bébé dans un village éloigné. C'est pour ça que tu es d'une autre couleur. De retour à l'école le lendemain matin, Léo demande à Madame Patricia s'il peut recommencer sa présentation. L'enseignante accepte avec plaisir. Au son de la cloche, Léo se met à parler. Les autres pandas, curieux, l'écoutent attentivement. Léo explique qu'il vient des hautes montagnes de l'Himalaya et que ses parents l'ont adopté quand il était un tout petit bébé. À la récréation, tous les pandas se réunissent autour de Léo et veulent lui parler. « Est-ce que tu peux te tenir sur ta queue? Est-ce que tu aimes le bambou, toi aussi ?» Léo répond aux questions de ses camarades avec joie. Le bambou est son aliment préféré. Après lui avoir posé plusieurs questions, ses compagnons comprennent bien qu'il est un panda comme les autres. Léo passe le reste de la journée entouré d'amis. Il joue au foot et marque même un but. Comme il est le plus petit, il est très rapide. Au moment de se mettre au lit, Léo raconte à ses parents comment il s'est amusé avec toute sa classe aujourd'hui. À cause de son apparence, les autres pandas pensaient qu'il était différent. Mais une fois qu'il a expliqué d'où il venait, ils l'ont tout de suite accepté.
Il a déjà hâte de retrouver ses nouveaux amis. La rentrée de Tom de René Guichou et Stefano Martinus. Édition Mijade. Ce matin, Tom est tout content. Il va à l'école. Il porte son cartable sur le dos avec tout ce qu'il faut dedans. Le doudou, bien sûr, le mouchoir si le doudou pleure, sans oublier son goûter s'il a faim. La maîtresse accueille Tom et sa maman. Vous pouvez rester un peu, madame, si vous voulez visiter la classe. Sophie et son papa sont déjà là. Et Samy est venu avec sa maman et son papa. Tout le monde visite la classe. Le papa de Sophie a repéré un bel endroit. Waouh, le coin voiture est magnifique! Et les poupées, elles sont trop mignonnes, ajoute la maman de Lily. Les parents de Samy aussi trouvent l'endroit très bien. Le coin dinette est superbe. Mais bien vite, la maîtresse s'exclame. Maintenant, les mamans et les papas vont rentrer chez eux. Surprise, personne ne bouge. Et la peinture, vous avez vu le coin peinture? Demande la maman de Lily. Moi, j'adore. Tout étonnée, la maîtresse doit répéter. Maintenant, les mamans et les papas vont rentrer chez eux. Et là, on entend brusquement grogner. Ce sont les mamans et les papas, car ils veulent tous rester. Tom et ses copains sont bien embêtés. Finalement, la maîtresse doit bien céder. Bon, c'est d'accord, tout le monde peut rester. Waouh, c'est la fête! Tous les adultes sautent de joie. Mais il faudra être sage, ajoute la maîtresse. D'accord, maîtresse, acquitte-t-il. D'abord, on s'assoit sur le tapis. Hop, hop, Tom et ses copains s'assoient sur le tapis, leurs parents aussi. La maîtresse chante une comptine. Les papas et les mamans aussi. Maintenant, allez jouer où vous voulez, dit ensuite la maîtresse. Tom a vu le gros camion de pompiers. Il commence à le faire rouler, mais il est interrompu par sa maman. Attends, Tom, je vais te montrer. Vroom, 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 comme la maman de Tom s'amuse. Dans la petite cuisine, Sophie va installer le couvert. Attends, Sophie, je vais te montrer, intervient son papa. Et clic et clac, il installe les assiettes, les verres et les couverts, comme il passe un bon moment. Bientôt, ce sont tous les papas et les mamans qui jouent. La maman de Tom promène le caddie à travers la classe et le papa de Samy s'est installé dans le coin magasin. Les enfants, eux, ne font rien. Les adultes font tellement de bruit que les petits se réfugient auprès de la maîtresse. Ça ne va pas du tout, proteste Micheline. Ça ne va pas, grogne Sophie. Alors Tom se retourne vers la maîtresse et lui chuchote à l'oreille. Ça ne va pas, maîtresse. Tu as raison, il y a trop de bruit. Elle s'éloigne et revient bientôt avec un sifflet. Tiens, Tom, c'est pour toi. D'un coup, il siffle fort, vraiment très fort. Hein? Quoi? Que se passe-t-il? Les adultes s'arrêtent, net de jouer. Tom et ses copains en profitent pour s'exclamer. Au revoir les mamans, au revoir les papas. L'école, ce n'est que pour les enfants. Je vais te manger. De Jean-Marc de Rouen, illustration Laure Dufeil, édition Imous. Dans la forêt, sous les sapins, il y a un loup. Un grand loup. Un grand méchant loup
Il a faim. Il a très faim. Il a même très très faim. Et il attend. Il attend. Il attend que devant lui passe de la chair fraîche. Et en matin, arrive sur le chemin un lapin. Un petit lapin blanc, tout poilu, tout dodu, tout joufflu. Un petit lapin blanc qui s'en va tout content au marché bio acheter 3 kilos de carottes fraîches. Le loup bondit en criant « Ah, je vais te manger, petit lapin blanc. Je vais te manger tout de suite. »« Attends, grand méchant loup, attends. Tu peux répéter ce que tu viens de dire ?»« Bah oui, j'ai dit, je vais te manger, petit lapin blanc. Je vais te manger tout de suite. » Oh, toi, à mon avis, tu as un cheveu sur la langue. Ça doit te gêner. Allez, grand méchant loup. Ouvre la gueule pour voir. Ah! Mais non, ouvre plus grand. Je n'y vois rien. Ah! Eh ben voilà, j'avais raison. Tu as bien un cheveu sur la langue. Et puis un gros, dis donc. Il est très gros, il est même énorme. Ne bouge pas, grand méchant loup. Reste comme ça, je vais chercher une pince à épiler et je reviens tout de suite pour te le retirer. Surtout, ne bouge pas. D'accord, mais fais vite. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je dis, d'accord, mais je ne vais pas rester longtemps comme à... Le loup attend 1 heure, 2 heures, 3 heures, quand tout à coup arrive sur le chemin un petit lapin roux. Ah, je vais te manger, petit lapin roux, je vais te manger tout de suite. Oh, lui est... Tu ne sais pas y faire, tu n'y connais rien, grand méchant loup. Ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre si tu veux manger du lapin. Si tu veux m'attraper, il faut d'abord te cacher derrière un arbre. Il ne faut pas qu'on te voie. Il ne faut pas qu'on t'entende. Surtout lorsqu'on a un gros cheveu sur la langue comme toi. Allez, on va le refaire. Cache-toi derrière cet arbre et moi, je repars et je fais comme si je ne t'avais pas vu. Et dès que tu entends du bruit, zip, tu sors de ta cachette, tu me sautes dessus et tu me croques. D'accord? Et d'accord. Bon ben dis donc, t'es bien gentil quand même. T'es bien gentil, petit lapin roux. Le loup se cache derrière un gros sapin et il attend. Il a faim, de plus en plus faim. Il a, comme qui dirait, une faim de loup. Le loup attend 1 heure, 2 heures, 3 heures, quand tout à coup, il entend du bruit. Le loup se dit, je vais faire exactement comme le petit lapin roux m'a dit de faire. Il bondit comme un fou hors de sa cachette et la gueule grande ouverte, il se jette sur le lapin. Sauf que le lapin, s'il est bien roux, il n'est pas petit. Bien au contraire, il est gros, très gros, très très grand. Il est même énorme et il n'aime pas qu'on lui morde les fesses. Excusez-moi, monsieur Ours-Brun, je me suis trompé. Je vous ai pris pour un petit lapin roux. Un tout petit lapin roux. Quoi? Moi? Un petit lapin roux? Mais ça va pas la tête. Attends un peu pour voir. Poursuivi par l'énorme animal, le loup court. Il court, il court, il court à toute vitesse, à toute allure. Il court si vite que... Boum! Patatras! Le loup est arrêté net par un énorme chêne qui se trouve là, en plein milieu de son chemin. Quand il reprend ses esprits, il s'aperçoit qu'il a perdu toutes ses dents. Oui, toutes ses dents. Alors attention, vous qui lisez cette histoire, si jamais un jour vous allez vous promener dans la forêt,
vous y rencontrerez sûrement un grand méchant loup, car il existe toujours. Oui, parfaitement. Il existe toujours. Mais rassurez-vous, vous ne risquez rien, car depuis ce fameux jour, le grand méchant loup est devenu végétarien. Les chiens ne font pas des chats, de Éric Emmanuel Schmitt et Caroline Pionchon. Édition Hachette Jeunesse. Ce matin, Tigrette, une magnifique chatte, se réveille très heureuse à côté de ses petits. Affectueuse, elle les lèche soigneusement. L'un après l'autre, les chatons ouvrent leurs grands yeux, sourient à leur maman et murmurent « Miaou ». Mais le sixième, en se redressant, s'écrie « Ouaf ». Tigrette rit, surprise, puis le corrige. « C'est miaou, mon chaton, pas ouaf ». Il approuve, mais s'exclame de plus belle « Ouaf, ouaf, ouaf ». Tigrette le regarde attentivement. Il semble différent de ses frères et sœurs. Non seulement il pousse des cris bizarres, mais sa gueule est plus large, ses dents plus fortes. Comme tu es original, mon enfant, je t'appellerai Hardy, car tu m'as l'air bien vif, chuchote maman chat. Pour la remercier, Hardy l'embrasse en lui léchant le visage. Amusée, Tigrette lui donne quelques coups de langue, puis tente de le repousser. Mais rien n'arrête Hardy, qui déborde d'affection. Hardy, mon chéri, un chat bien élevé ne fait pas cela. Hardy cesse pendant 10 secondes, mais découvrant ses 5 frères et sœurs autour de lui, il les lèche avec la même frénésie. Même si l'on trouve qu'il exagère, tout le monde s'attendrit devant ce Hardy si drôle, si gentil. Il y a un bassin au milieu du jardin. Dès le premier jour, Hardy s'y précipite. Il nage, en sort, il replonge. En s'ébrouant, il asperge sa mère et les chatons. Horrifié, Tigrette proteste. Les chats n'aiment pas l'eau, Hardy, il l'évite. Ne te jette pas dans le bassin, mais marche au bord. Élégante sur la pointe des pattes, elle lui montre comment l'on circule prudemment sans trembler ni chuter. Les chatons l'imitent à merveille. Hardy, lui, glisse et tombe à l'eau. Quel chaton maladroit, songe Tigrette. Tigrette apprend à ses bébés à grimper aux arbres. Grâce à leur souplesse et à leurs griffes qui accrochent l'écorce, ils y parviennent facilement. Sauf Hardy, le malheureux dont les griffes dérapent et qui s'écrase sur son derrière. Il fait aussitôt le foufou, mais Tigrette commence à s'inquiéter. « Mon petit Hardy, j'ai peur qu'il ne sache rien faire comme nous. » Les chatons jouent beaucoup ensemble. Ils s'amusent avec des boules de laine. Mais Hardy attrape la balle entre ses dents et l'emporte loin, s'attendant à ce que les autres courent derrière lui. « Prenez-la dans ma gueule !» crie-t-il. « On tirera chacun de notre côté. »« Non, ce n'est pas comme ça !» protestent ses frères et sœurs. Quand ils entament une partie de chat perché, ça tourne au cauchemar. Hardy ne saute ni ne glisse le long des palissades. Il perd toujours. Heureusement qu'il accepte tout avec le sourire, pense Tigrette. Un jour, Tigrette explique au chaton comment effrayer un ennemi. Facile, les enfants. Vous hérissez vos poils, comme ça. Et subitement, Tigrette double de volume, se transforme en un chat énorme et inquiétant. Les chatons s'exercent avec succès. Mais lorsque vient le tour de Hardy, la catastrophe se confirme.
Sa fourrure ne se dresse pas d'un millimètre. Il n'arrive à rien. Comment va-t-il pouvoir affronter les dangers ? Se demande Tigrette. Ce pauvre Hardy ne saura jamais se défendre. Un dimanche, Tigrette aperçoit 2 silhouettes d'humains dans le jardin. Oh, des voleurs de chats. Vite, fuyons! Mais elle constate angoissée qu'elle ne réunira jamais à temps ces chatons dispersés un peu partout. Les bandits capturent déjà Léa, sa première fille, avec leur filet. La famille chat ne sait pas quoi faire. Tigrette a beau hérisser ses poils, les voleurs les menacent toujours. C'est alors que Hardy s'élance et se met à crier violemment contre les malfaiteurs. Stupéfait, il recule. Léa en profite pour s'échapper. Hardy vocifère plus fort, découvrant ses dents. Ne touchez pas à ma sœur, il n'y a personne. Terrorisés, les hommes s'enfuient. Hardy les poursuit jusqu'au fond du jardin. Afin de lui échapper, ils escaladent la balustrade, mais patatras. Les planches cèdent et le mur s'écroule. Surprise! Dans le jardin d'à côté se massent 5 chiots identiques à Hardy, qui hurlent aussi sur les voleurs. Ceux-ci disparaissent, leurs jambes à leur cou. Une fois le danger écarté, tout le monde se retrouve au pied de la clôture. D'un côté, il y a Maman Chat, 5 chatons et Hardy. De l'autre côté, il y a Maman Chien, 5 chiots et, incroyable, une chatonne. Tigrette s'approche de Maman Chien. Je comprends. Hardy, que nous adorons tous, est donc un chien. Caramel, la Maman Chien, hoche gentiment la tête. Et Boule de Soie, que nous aimons tant, est donc une chatonne. Elle s'est retrouvée par erreur dans notre famille. Et notre bébé dans la vôtre. Une joyeuse fête retentit ce soir entre les 2 jardins. Les chiens et les chats, qui souvent se combattent, décident de devenir amis et de laisser une ouverture dans la palissade pour que Boule de Soie et Hardy puissent aller dans leurs 2 familles facilement. Quand Tigrette voit la gracieuse délicatesse de Boule de Soie, sa fille, qui a pourtant été élevée parmi les chiots turbulents, elle conclut « Les chiens ne font pas des chats ». Caramel ajoute en léchant Hardy, qui a écarté les voleurs « Et les chats ne font pas des chiens ».